Bonjour, bonsoir et merci de m'écouter sur cette courte vidéo où j'expose ma synthèse, on va dire, des informations euh, que j'ai pu collecter donc sur ce qui semble être les prémices d'un changement majeur dans le monde, comme l'ont pu être les deux précédentes guerres mondiales. Qui en fait sont un découlement de choses qui se sont produites et qui ont amené à un conflit entre tous les ou en tout cas impliquant tous les pays du monde. Là, on peut dire, donc en 2016, que on constate fortement une convergence d'éléments qui pourraient amener à un nouveau conflit entre tous les pays du monde. Alors, pourquoi je dis ça qu'est-ce qui me fait penser ça en tout cas? Et maintenant, et surtout le fait, c'est que là, on est sur un signal d'alerte qui doit passer à un niveau supérieur pour justement pouvoir éviter le conflit. Et notamment, on va le voir simplement par une action toute simple que chaque citoyen peut faire en ayant conscience des choses qui sont en cours, c'est de voter de la façon la plus efficace possible pour les prochaines élections. Alors, je vais essayer de structurer un peu ce contenu-là, puisque j'ai évoqué déjà pas mal de choses. Donc, déjà, point numéro 1, on va parler donc de la dette, donc de la partie financière qui grogne en fait là en ce moment depuis 2008. Donc 2008, voilà, il y a eu cette crise des subprimes qui a causé une crise financière majeure et dont aujourd'hui on peut considérer qu'on en paye toujours le prix puisque d'aucuns a retrouvé son niveau de croissance d'avant. Voilà, on peut citer pas mal d'exemples. Simplement le taux de chômage français, le fait que les PIB ne croissent plus. Voilà, il y a des tonnes de signaux et de toute façon, n'importe qui dans la rue vous dira, ben oui, c'est la crise, c'est dur. C'est un ressenti et c'est plus que, c'est pas simplement les Français qui sont pessimistes, c'est vraiment quelque chose qui est là, qui est présent, dont on ne peut pas faire abstraction. On ne peut pas dire que voilà, c'est la reprise économique et on ne vivra sûrement plus jamais des croissances comme ont pu connaître nos parents dans les 30 glorieuses, puisque il n'y a aucune rupture majeure qui nous permettra d'atteindre ce niveau. Alors on peut parler un peu de l'intelligence artificielle et tout ça, mais elle est plutôt destructrice d'emplois que créatrice d'emplois, puisque finalement ce qui va se passer, c'est que beaucoup d'emplois, et pour l'instant des emplois peut-être moins qualifiés, et demain des emplois plus qualifiés, puisque l'intelligence artificielle, la robotique, mais là on parle pas de robots de construction de voitures, on parle de robots, de petits robots qu'on a chez soi, qui vont peu à peu remplacer l'humain dans pas mal de domaines. Donc tout ça pour en venir de cette crise des subprimes, qui est en fait, les subprimes, c'est une crise de la dette, donc une crise de la dette des particuliers. On était aux États-Unis, les prêts n'étaient plus remboursés, le système financier a transformé ces prêts en titres et en a vendu dans le monde entier, et le fait que les gens ne puissent plus rembourser, que l'immobilier s'est effondré, ça a fait un choc systémique, puisque à la fin, la personne qui détenait un titre pour gagner un revenu s'est retrouvée avec un titre qui ne valait plus rien, puisque au tout début de la chaîne, il n'y avait plus personne pour rembourser le crédit sur lequel ce titre était basé. Donc ça, c'était donc cette première crise des subprimes. Et maintenant, donc la chose la plus inquiétante, c'est bien qu'on a transformé cette petite crise des subprimes, et suite à cette crise, en fait, à une crise des dettes souveraines, donc une crise des dettes des États. Donc si on prend aujourd'hui,
tous les États du monde sont endettés, sont même surendettés, dépassant bien souvent le poids de leur PIB. Alors même si le PIB, voilà, on peut le contester, puisque le PIB finalement c'est quoi? C'est un flux, c'est la somme des valeurs ajoutées créées dans une année ou sur une période. Donc c'est un flux, c'est l'équivalent d'un chiffre d'affaires. Et on parle toujours du PIB, mais sans regarder justement le poids de la dette, sans regarder le résultat financier qu'il y a au final. En fait, voilà, c'est comme si vous preniez juste le chiffre d'affaires d'une entreprise, sans compter les charges qu'elle a et son bénéfice. Enfin voilà, faire croître un chiffre d'affaires sur une société qui n'est pas structurée et rentable, ça n'a aucun intérêt, puisqu'à la fin, le bénéfice, il ne va pas grandir. Donc, pour en revenir à ce que je disais au départ sur ces dettes souveraines, qui sont maintenant la vraie problématique. Et la vraie problématique de ces dettes souveraines, c'est qu'elles sont partout. Mais je dis bien partout. Je ne veux pas vous faire paniquer plus que ça, mais il faut que vous en ayez conscience. Vous détenez un livret A, vous détenez un PEL, vous détenez un Codevie, vous pensez que c'est garanti, que voilà, vous avez un taux garanti, un capital garanti, eh bien c'est faux. C'est un mensonge, puisqu'aujourd'hui, le poids de la dette est tellement important, on va prendre juste pour la France, que en fait ce que vous avez c'est de la dette. Si demain on efface la dette de la France, vous avez plus rien. Votre livret A, il va tomber à zéro, bien qu'il soit garanti. Pareil pour les fonds en euros des assurances vie. Les fonds en euros des assurances vie, ils se financent comment? Ils se financent en achetant à 70% des emprunts d'État. Si demain l'État dit je ne rembourse plus ma dette, ou fait faillite, ou fait un défaut de paiement, le capital garanti, il va disparaître. Tout simplement parce que votre assureur ne pourra pas vous donner l'argent, puisqu'il y aura plus, enfin voilà, il y aura plus de dette. L'exemple le plus simple pour comprendre ça, c'est simplement, imaginez, voilà, vous êtes Monsieur France et vous faites des chèques. Donc tous les mois, vous faites des chèques de 10 milliards d'euros ou même 2000 euros, bref, on s'en fout. Donc tous les mois vous faites des chèques, sauf que votre compte il est à zéro. Enfin, il n'est même pas à zéro, il est à moins 1000 milliards. Et donc vous faites des chèques. Tant que la personne qui est en face de vous n'encaisse pas son chèque, elle va vous faire confiance et vos rapports seront bons. Et par contre, la fois où elle aura besoin d'argent, et c'est un peu ce qui est en train de se programmer là, parce que mais bon, enfin, je vais aller jusqu'au bout. La fois où elle aura besoin d'argent, on va aller voir donc à la banque, elle va déposer le chèque et le banquier va lui dire, votre chèque, il n'y a pas d'argent pour le payer, voilà, vous avez zéro. Là, forcément, la personne va revenir et puis elle va vouloir vous casser la gueule parce que, oui. Ou alors elle va vouloir vous prendre quelque chose qui est de la même valeur que ce que vous lui deviez. Enfin voilà, et normal. Elle veut récupérer l'argent qu'elle vous a prêté en toute confiance. Maintenant, transposer à un État comme la France, qu'est-ce qui va se passer? Donc soit vous, en tant qu'épargnant, vous allez vous retrouver à zéro, et il faut pas croire que ce soit que les riches qui vont payer. Faut pas vous dire oui, il y a des garanties, il y a ceci, il y a cela, moi j'ai pas 100 000 euros de côté, c'est bon, je suis en dessous des plafonds. C'est une erreur de penser ça, puisque le poids de la dette est bien plus important. Et de toute façon, enfin, c'est pas les quelques riches, même si on leur pompe tout leur argent, qui vont rembourser toute la dette. C'est tout le monde. C'est vous, c'est moi, et puis même, je vais dire globalement, plutôt les gens qui ont peu de revenus, parce que, qui sont pas riches justement, parce que au final, c'est nous les plus nombreux. Enfin voilà, c'est nous les plus nombreux. Alors c'est nous qui allons payer, quoi qu'il arrive. Même si voilà, ça se passera, puisqu'il faudra rembourser cette dette. Dites-vous qu'à chaque fois que l'État présente son budget en déficit, il accroît cette dette, il accroît ses chèques sans provision, et donc il accroît le risque de vous appauvrir dans le futur, voire de vous ruiner. Pas vous appauvrir, vous ruiner. Donc voilà, tous ces budgets en déficit, c'est forcément des impôts, des trucs futurs qu'il faudra payer. Puisque en plus, encore pire aujourd'hui, c'est que comme il n'y a pas d'inflation, et alors on peut en discuter, mais bon,
globalement, il n'y a pas d'inflation par rapport à avant, où il y avait des inflations colossales qui permettaient d'éponger une partie de la dette, quand on avait de l'inflation de 6, 8, 10% par le passé, qui permettait donc d'éponger la dette, et donc c'était un petit jeu comme ça qui permettait de produire de l'argent, et ça crée de l'inflation, et du coup, la valeur de l'argent augmente, mais ma dette que j'ai achetée avant, elle vaut moins, donc hop, elle s'efface. Cette mécanique n'existe plus, il n'y a pas de croissance. Parce qu'il n'y a pas de croissance, parce qu'il n'y a pas de rupture, il y a même plutôt de la décroissance, parce que on crée des innovations technologiques qui remplacent l'humain, mais qui créent pas de hausse de productivité. Enfin voilà, on n'est pas sur l'électricité, sur la machine à vapeur et tout ça. Et donc on remplace l'humain, mais on ne crée pas de nouvelle productivité. La machine travaille comme nous, peut-être, il n'y a pas de gain majeur significatif. Et puis ça pose vraiment un problème, c'est que il y aura moins de gens, moins de gens utiles, et donc du coup, le chômage va rester à un niveau élevé. Mais enfin voilà, donc ça c'est pour vous dire déjà l'importance du choix des personnes que vous allez mettre au pouvoir, dans toutes les à tous les niveaux, donc c'est-à-dire au niveau de votre ville, de votre région, au niveau national. Les personnes pour qui vous allez voter aux prochaines élections, il faut qu'elles aient qu'elles aient en elles cette conviction qu'il faut absolument arrêter de faire de la dette. Faut, faut arrêter. Donc voilà, essayez de trouver ces personnes. Il y en a quelques-unes. Faut les chercher pour les trouver, parce que les médias traditionnels, ils vous en parleront pas. Ils préféreront. Leur but c'est de faire du chiffre, quoi, de gagner de l'argent. Donc ils vous procureront que les mêmes têtes d'affiche qu'on voit tout le temps. Et donc l'UMP, le PS, le FN, parce que voilà, en plus le FN ça les arrange bien, parce que ça crée un peu de tension et tout ça, donc ça incite les gens à regarder, enfin voilà, c'est accrocheur. Mais allez plutôt chercher voilà des initiatives citoyennes, des choses plus locales, des gens de la société civile qui ont compris les problèmes. Sortez des politiques de carrière. Donc cherchez, faites vos propres opinions, comparez et intéressez-vous. Mais voilà, sortez un peu des grands schémas, des grands partis et des grands médias qui vous dictent ce que vous devez penser, voir et comprendre. Donc ça c'était pour la partie dette. Ah oui, donc sur cette partie dette, ce qui m'amène en fait à croire que on est à l'aube d'un conflit majeur, c'est le fait que cette dette, on l'a voilà, il y a les épargnants français qui sont concernés, forcément, mais il y a aussi tous les États qui nous prêtent de l'argent, qui vont être quasiment, tous les États du monde qui ont de l'argent, donc on va dire l'Arabie Saoudite, le Qatar, et aussi la Chine, d'autres pays européens. Donc voilà, imaginez que le Qatar et l'Arabie Saoudite notamment, ou l'Iran, l'Iran, peut-être pas un pays super riche encore, mais il va le devenir là en remettant du pétrole sur le marché, mais bon. Bref, imaginez que maintenant, voilà, l'Arabie Saoudite à qui on vend des avions de chasse et tout ça, va nous dire, moi j'aimerais bien récupérer l'argent que je vous ai donné, surtout qu'en ce moment j'ai une crise pétrolière et j'ai moins d'argent, donc du coup, moi j'ai besoin de récupérer l'argent que je vous ai prêté. Logique. Et c'est en ça que la crise du pétrole actuelle, le contre-choc pétrolier, mais une crise pétrolière pour les pays producteurs de pétrole, et à ce côté gravissime. C'est sympa pour tout le monde de payer moins cher le gasoil à la pompe, mais c'est un problème gravissime pour nous, pour notre futur, parce que ces pays-là sont habitués à un rythme de vie assez soutenu, ils nous ont prêté de l'argent, et ils vont vouloir le reprendre. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand ces pays qui nous prêtent de l'argent vont pas pouvoir récupérer leur argent? Eh bien, ils vont être fâchés. Donc fâchés, cool, et ils vont nous dire voilà, vous allez me donner ça de chez vous, et on s'arrange. Ou ils vont être fâchés, pas cool, et vont dire voilà, moi j'ai des alliés, on est puissant, peut-être la Russie, et on va dire écoutez, vous l'Europe là, avec vos dettes et tout,
nous on va rentrer dans le tas, quoi. Et donc voilà, enfin, c'est un peu résumé. En parlant, je me dis que c'est vachement gros, mais voilà, c'est un risque géopolitique qui est là, qui est présent. Et on va dire que tous les éléments sont là et pourraient, enfin, et en gros, il suffirait d'une étincelle pour que tout explose. Et bon, ben voilà, les risques sous-jacents, là, tout est là. Et qu'est-ce qui va se passer? Bon, alors on n'espère pas que forcément il va se passer un truc grave, mais voilà, tout va dépendre des choix qu'on va faire enfin, il y a urgence quoi, il y a super urgence. On peut pas refaire les erreurs qu'on a faites en 2012. On peut pas remettre des mecs qui n'ont que l'ambition d'une carrière politique et de placer leur ami à des bons postes. Enfin, il faut absolument sortir de là. Il nous faut quelqu'un qui aura du cran de redresser le pays, mais dans le sens où à stopper l'hémorragie de dette. Ça, c'est la chose la plus importante à faire. Déjà, arrêter d'en mettre. Mais voilà, c'est vraiment la priorité numéro une. Maintenant, après, le deuxième truc qui nous pend plus ou moins au nez, c'est ce problème de Daesh, de l'ISIS, de la stratégie américaine pour contrer les ambitions de la Russie et des pays producteurs de pétrole, qui est en fait, voilà, enfin, les États-Unis ont une stratégie simple, c'est que le dollar et le pétrole, étant donné que le pétrole est vendu en dollars, sont extrêmement liés. Dès qu'un pays veut passer outre le dollar, ben il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Enfin voilà, le Saddam Hussein a sauté à cause de ça. En Libye, Kadhafi, ben on a fait sauter à cause de ça aussi. Mais en allumant enfin en faisant ça, les États-Unis ont créé un truc énorme qui est ISIS, enfin qui est donc l'État islamique, Daesh, et tout ça, ben, enfin voilà, c'était juste, enfin à la base, c'était juste la stratégie américaine de déstabilisation des pays qui sont pas d'accord avec eux. Donc souvent, ben, quand le gouvernement est pas d'accord avec les États-Unis, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les pays et ils créent un soulèvement national, voilà, en gros un peu sous le printemps arabe, en quelque sorte, on peut voir un peu tous ces prémices, parce que voilà, le truc qui vient pas d'un coup comme ça se mettre, enfin voilà, ils ont besoin de soutien pour combattre une dictature. Si t'as pas du soutien extérieur, tu peux pas y arriver tout seul. Donc voilà, sinon bah tu te fais prendre quoi. Donc c'est évident que ces choses-là sont produites avec l'aide extérieure. Les États-Unis, peut-être d'autres pays, pour des choses parfois bien fondées. Enfin voilà, c'est bien de faire tomber un dictateur pour émettre une démocratie, mais à condition que les personnes que t'aident dans le soulèvement contre la dictature soient pas des personnes qui veulent mettre une dictature encore pire. Et c'est un peu ce qui s'est passé en Syrie, enfin finalement en faisant tomber en Libye le colonel Kadhafi, et puis après en s'attaquant à la Syrie, mais en soutenant plus ou moins des corpuscules islamistes terroristes, ben on a un peu mis le feu aux poudres. En tout cas, voilà, certains pays occidentaux ont mis un peu le feu aux poudres des choses. ISIS a pris de l'ampleur et aujourd'hui, ben on est confronté à un vrai problème. Et un vrai problème parce que, ben en plus, la Syrie et l'Iran sont des alliés. La Syrie est un allié de la Russie. Donc, enfin voilà, le rapprochement États-Unis-Iran, il est évident qu'il était obligatoire parce que sinon les États-Unis ne peuvent pas intervenir en Syrie, sinon c'est une agression et l'Iran pourrait
contre-attaquer. Donc là, en se rapprochant maintenant, on va pouvoir intervenir ensemble. Quid de qu'est-ce qu'on fait de Bachar al-Assad? Donc ça, c'est ce qui est en cours en termes diplomatiques pour l'instant, d'essayer de trouver une solution. Mais après, le problème est qui va prendre la tête de la Syrie? Qu'est-ce qui va rester de ces années de guerre, de ces années de massacre? Et voilà. Après, je m'étends un peu parce que je parlais du risque géopolitique sous-jacent qui est un peu partout. Il est pareil. On est vraiment à une nouvelle guerre froide qui se réchauffe par endroits. Et on a vraiment deux pays qui sont bien chauds. Entre les États-Unis et la Russie, il y a vraiment, on se fait la guerre. On se fait la guerre sur quoi là aujourd'hui? Sur le pétrole. Parce que la Russie sort globalement du pétrole, et le fait que les États-Unis, après l'affaire de l'Ukraine, ont mis des blocages plus importants mis des embargos en fait avec la Russie. Ce qui se passe, c'est que la Russie s'est fortement rapprochée de la Chine, qu'il y a quand même une union eurasienne qui est en train de se créer, notamment entre la Russie et la Chine, mais aussi avec d'autres pays. On a aussi le petit Coréen du Nord qui aimerait bien, lui, faire la guerre à la Corée du Sud pour redevenir une grande Corée. Vous voyez qu'on a un petit peu pas mal de choses là qui sont en place. Et alors voilà, là on est beaucoup plus loin de la France des problématiques de dette, mais tout ça, ça crée on va dire des signaux globaux qui sont quand même vachement dangereux. Au sens où, reprenons l'histoire. De toute façon, on dit souvent que l'histoire ne fait que se répéter, et en tant qu'être humain, même si là on peut dire que globalement pendant ces 60 dernières années, les choses se sont plutôt bien passées. En tout cas, il n'y a pas eu de conflit majeur, mais on peut pas dire qu'il n'y a pas eu de conflit. C'était pas 60 ans de paix. Mais voilà, il y a eu plein de conflits, plus ou moins grands, plus ou moins circoncis. Et des tensions plus ou moins vives, des courses en avant qui ont permis aussi des évolutions majeures technologiques. Mais voilà, un monde où il y avait beaucoup de tensions. Là, depuis, on va dire 1989, les tensions s'étaient apaisées, la croissance mondiale était améliorée, il y a eu beaucoup d'échanges entre les pays. Tout a fortement cru, on va dire. Et voilà, est arrivé le choc de 2000. Est arrivé aussi l'émancipation de ces pays du Golfe qui ont voulu s'affranchir du dollar, ce qui n'a pas plu aux Américains, ce qui a déstabilisé la région, et avec en plus cet attentat du 11 septembre 2001 qui a en plus mis le feu aux poudres et permis, on va dire, aux États-Unis d'aller beaucoup plus loin et de lancer vraiment sa stratégie au niveau des pays, donc de la péninsule arabique et du bord de l'Asie, puisque l'Afghanistan, l'Iran, ça se touche, cette zone-là. On est parti de l'Afghanistan. Bon, les États-Unis ne pouvaient pas attaquer l'Iran, donc ça a toujours été depuis la révolution islamique des tentatives de déstabilisation jusqu'à ce que le pouvoir se casse la figure, ce qui n'est pas arrivé. Aujourd'hui, maintenant, on négocie et on noue des amitiés, on va dire. Vous voyez un peu cette cascade de risques, d'ententes et de mésententes qui sont là, toutes ces tensions géopolitiques, auquel il faut ajouter donc ce risque vraiment important de dette souveraine, parce que aujourd'hui le problème des subprimes il est passé aux États, et donc vraiment considérer que la dette souveraine égale les subprimes fois 1000. Et encore, je pense que c'est trop petit. Mais il faut vraiment considérer le problème comme ça. Les dettes souveraines, si demain un État
ne peut plus rembourser, il peut se passer, il va se passer que deux choses. Une, vous allez être ruiné. Deux, vous risquez forcément d'être en guerre, puisque il y aura des gens, des créanciers qui ne vont pas être d'accord avec ça. Et le problème des dettes, c'est toujours résolu de la même façon. Le problème des dettes des États se résout toujours de la même façon. Dans l'histoire, quand un État ne pouvait plus payer, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait la guerre à un autre État pour pouvoir avoir piller ce nouvel État et avoir de quoi rembourser ses dettes. Donc, donc voilà, alors aujourd'hui on peut se dire oui, la société a évolué, on est plus humain et tout ça. Oui, on l'est, on a aussi beaucoup plus de moyens aussi de se détruire et on ne sait pas aujourd'hui où pourraient nous mener des tensions, même des déclarations de guerre, des choses comme ça. Enfin, on ne sait pas où ça pourrait nous mener parce qu'aujourd'hui, l'armement dont disposent la plupart des États du monde est capable de détruire une bonne partie de l'humanité en une vitesse colossale. Donc après voilà, il n'est pas dans l'intérêt d'un pays de détruire un autre pays parce que sinon, qu'est-ce qu'il va récupérer? Enfin voilà, c'est toujours pareil. Il y a des choses, il y a des garde-fous un peu logiques qui feront que on ne sera pas détruit. Mais il faut vous dire que qu'on doit énormément d'argent à beaucoup de gens et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Souvent, soit vous vous enfuyez, mais là, quand tu es un pays, tu peux pas trop bouger, ou soit tu attends que le mec il vienne et qu'il te prenne tout ce qu'il y a dans ta baraque, quoi. Donc, voilà, il va pas t'envoyer les huissiers, le pays. Il va t'envoyer son armée, qui va prendre le contrôle et qui va dire, voilà, ça fait à peu près, cette région-là, ça fait à peu près ce que tu me dois, écoute, voilà, on s'arrange. Donc, je sais pas si c'est clair, si je suis limpide, mais en tout cas, j'espère que je vous aurai un peu transmis cette pensée. Alors, mon but n'est pas non plus de vous mettre dans la crainte et de vous dire que, voilà, demain, ça va être la fin du monde et tout ça. Non, le but, il est pas du tout là. Le but, il est plus informatif. Il est plus de vous passer aussi ma pensée et ma vision des choses sur le sujet. J'ai pas la science infuse voilà, il y a forcément peut-être de contradictions même déjà dans mes propos, mais il y a sûrement plein de choses qui vont me contredire. Mais en tout cas, l'intérêt, et comme le font pas mal de gens sur YouTube, c'est d'apporter sa pierre à l'édifice, et donc de partager un point de vue, et donc n'hésitez pas à commenter, dites-moi votre point de vue, vos contradictions, et surtout n'hésitez pas à vous informer, à regarder d'autres vidéos et tout ça, à prendre des informations, à aller chercher des informations. Il y a vraiment tous les points de vue qui peuvent s'exposer sur Internet. L'avantage, c'est ça, c'est que sur YouTube, il n'y a pas vous pouvez pas être censuré par le média. Vous pouvez être censuré que par l'utilisateur. Donc voilà, en gros, si cette vidéo elle vous plaît, vous allez la partager, vous allez en parler. Si elle vous plaît pas, vous allez mettre un pouce vers le bas et vous en parlerez pas et peut-être que vous mettrez un commentaire parce que vous êtes en désaccord. Mais le principal c'est que le débat, que l'idée soit passée. Et je dis pas l'idée en sens convaincre, mais qu'une idée soit passée et qu'elle vous fasse vous poser des questions. En fait, c'est vraiment l'essentiel. Il est là, c'est que vous puissiez vous confronter différents points de vue. Et entre ce que va vous raconter la télévision, le journal de 20 heures, voilà, entre ces informations-là, donc ce qui est la bien-pensance générale, parce que c'est pareil, dans les débats, on va inviter des contradicteurs, machin et tout ça, mais souvent ça finit en débat stérile, il n'y a pas vraiment d'idées qui ont germé, voilà, après... Là, le truc, c'est que vous pouvez m'écouter, vous pouvez écouter quelqu'un d'autre, vous pouvez écouter plein de gens, vous pouvez vous faire votre propre opinion, et surtout,
Et c'est pour ça en fait finalement que je fais ça et que je fais cette vidéo là, parce que je me dis c'est trop important, il faut partager les choses. Donc vous pouvez vous-même faire votre propre vidéo avec toutes les infos que vous avez pu glaner à droite à gauche, et voilà, parlez et dites ce que vous pensez, et voilà, et venez, même si vous avez le courage, faites une vidéo, et puis publiez-la, mettez-la en réponse à mes commentaires. Alors, soit vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous mettez un commentaire avec votre vidéo, et comme ça, ça enrichit le débat. Et le tout, le principal, il est là. Et là où je voulais en venir, et là, c'est là où c'est le plus important, c'est que aux prochaines élections, quand vous allez choisir la personne pour qui vous allez voter, vous pourrez le faire en ayant eu cette vision et ce débat contradictoire en vous. C'est-à-dire que vous n'allez pas juste boire les paroles de quelqu'un, vous n'allez pas juste vous contenter de voter pour celui qu'on vous a dit de voter par les médias traditionnels. Vous aurez fait un chemin interne qui vous a fait vous poser des questions, qui vous a fait vous demander qu'est-ce qui serait le mieux pour qu'on aille plutôt dans cette direction-là, qui me semble être la bonne direction, plutôt que dans celle-là qui me semble être la mauvaise. Et vous voterez en ayant vraiment fait un chemin démocratique important. Donc j'espère être suffisamment clair sur ça, mais pour moi c'est vraiment important, et je pense que grâce à des médias modernes comme YouTube, comme les blogs, comme tout Internet finalement, c'est que chacun a la possibilité de s'exprimer, chacun a la possibilité de faire ses propres opinions, et il n'y a rien de pire, puisqu'on est toujours là en train de combattre finalement ces terroristes, ces extrémistes et tout ça. Alors bien sûr, je ne vais pas les défendre, mais on les combat avec des idées qui sont de leur même niveau. Enfin, je vais expliquer un peu ma pensée, mais quand vous avez une démocratie qui n'est plus vraiment une démocratie, où tout le monde pense pareil, et si quand on pense pas pareil, on se fait lyncher, détruire, parce on rentre pas dans le moule, ou on se fait même pas inviter par les médias parce que on considère que vous n'avez rien à apporter, et donc c'est le média qui est contrôlé souvent par des, des businessmen qui ont besoin de gagner de l'argent, qui va décider de ce qui est bien ou pas bien. Et alors que finalement, la personne qui doit décider ce qui est bien ou pas bien, c'est vous, quoi. C'est vous qui allez voter, c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez eu le pouvoir, c'est vous qui avez... Enfin voilà, on est dans une démocratie, on a cette liberté de parole, et il faut absolument la garder. Donc cette liberté de penser, cette liberté de contradiction, cette liberté d'opposition, et il faut absolument garder ça. Donc voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, mettez-moi un like si vous avez bien aimé, un dislike si vous n'avez pas aimé, mettez-moi des commentaires, faites-le, faites quelque chose, agissez, et voilà. Et je vous dis à bientôt.